Je leur ai dit que nous sommes confiants que les choses vont bien se passer et nous prenons toutes les mesures pour cela et nous les remercions de leur conseil. Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. On peut tout simplement dire ouf, un grand ouf de soulagement pour démarrer cette émission Constieka Weekly News. Pourquoi? La toute première, c'est qu'au Cameroun, les élections sont terminées et tout le Cameroun attend, le cœur suspendu, la proclamation des résultats de cette élection présidentielle. Et nous, en Côte d'Ivoire, nous avons achevé toutes les campagnes présidentielles et ce samedi, d'ailleurs, c'est le grand jour du vote. Le vote pour la présidentielle où les 5 candidats que vous voyez ont été dans une très bonne ambiance de campagne pour tous et toutes. Et surtout dans cette Côte d'Ivoire où l'élection présidentielle est inclusive avec tous ces candidats. Toute l'équipe de CNN souhaite le meilleur aux gagnants. Je suis Constieka. À l'entame de cette émission qui nous emmènera au Gabon, en Côte d'Ivoire, bien sûr, où nous tournons cette émission, au Cameroun, ensuite au Kenya et au Burkina Faso, il est important pour nous de dire simplement qu'il faille que les Africains prennent en main leur destin. Et c'est ce qui se fait en l'exemple de ce qui se fait en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays africains. Restez des nôtres. Démarrons cette émission par la Côte d'Ivoire, où on sait très bien que le gouvernement ivoirien a décidé de lancer des Airbus sur la France. Et là, ça crée quand même un peu quelques couacs. Les raisons. L'Airbus 330-900 Neo d'Air Côte d'Ivoire a décollé à destination de Paris. Notons que ce fut le premier vol commercial de la compagnie vers la capitale française. Malgré quelques couacs dans les accords entre les actionnaires déjà, à savoir Air France et Air Côte d'Ivoire. On souhaite que tout s'arrange et que tout se passe bien pour que notre vol Air Côte d'Ivoire, qui reliera Abidjan à Paris et bien sûr peut-être à d'autres capitales européennes, se fasse dans de meilleures conditions. Reportage CNN. L'Airbus 330-900 Neo de la compagnie Air Côte d'Ivoire s'apprête à s'envoler. Il mesure 64 mètres de long. Le premier vol commercial de la compagnie vers Paris et déjà les équipes au sol sont à pied d'œuvre. Contrôle technique, transport des bagages en soute ainsi que le ravitaillement en carburant. Le commandant de bord vérifie les derniers réglages avant le décollage. Étudier la documentation technique de l'avion, la météo, des informations particulières sur le trajet. Et à partir de là, on fait un calcul du carburant requis pour le vol. Et ensuite, on rejoint donc l'équipage commercial pour pouvoir faire un briefing commun qui nous permettra de nous mettre au même niveau d'information avant de débuter la mission. Nous emportons 40 tonnes de carburant. Dans la salle d'embarquement, les passagers commencent à arriver. Certains, pour leur première expérience en vol, ont opté pour la compagnie nationale ivoirienne Air Côte d'Ivoire. Bizarrement, je ne suis pas stressée parce que ça vient de chez moi en fait. Donc du coup, je suis rassurée. Quand on dit l'ivoirien, d'abord c'est l'accueil. Et je sais que dans l'avion, l'accueil sera au top. Le signal de départ donné, il entraîne l'embarquement suivi du décollage. Après seulement 40 minutes de vol, la 330-900 Neo atteint les 11 000 mètres d'altitude à une vitesse au sol dépassant les 900 km/h. Le nouvel Airbus propose 4 compartiments allant de la première classe à la classe économique en incluant la classe affaires et la classe premium. Ce colosse du ciel est connu pour ses cabines spacieuses. La direction de la compagnie désire qu'il en soit de même pour son service. Les hôtesses et les stewards sont très méticuleux de l'accueil jusqu'à la cuisine. Nous avons le gratin dauphinois qui est accompagné de poissons. Là, nous avons du bœuf accompagné de pommes de terre cuites à la vapeur
Et là, c'est un peu la spécialité, c'est le plat végétarien. Après 6h15 de vol, l'Airbus 330-900 Neo atterrit à Paris, suscitant l'émerveillement des voyageurs. Grand moment de fierté, non seulement pour les Ivoiriens, mais aussi pour tous les Africains. La connectivité, c'est un enjeu stratégique. Les hôtesses qui sont aux petits soins, le confort, la nourriture. Le vol est magnifique, l'avion est magnifique, l'équipage est magnifique. Vive la Côte d'Ivoire. Avec 6 vols programmés chaque semaine avec une flotte de 12 avions représentant 7,7 millions de passagers transportés et plus de 1000 milliards de chiffres d'affaires. Air Côte d'Ivoire s'affirme en tant que le leader dans la sous-région. En Côte d'Ivoire, ce pays, présidé par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État ivoirien, pas de repos pour le sommet de l'État en Côte d'Ivoire. Ce vendredi 24 octobre 2025, à la résidence présidentielle de Cocody Golf, balai ministériel. Le Premier ministre Robert Begré Mambé, suivi du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité nationale de Côte d'Ivoire, qui rejoignent le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Thiemo Komele Kone, et le ministre gouverneur du district d'Abidjan, M. Cissé Bakoungou, en présence de la secrétaire générale de la présidence de la République, Mme Masseri Touré Kone. La raison de cet important dispositif est l'entretien qui sera accordé à M. Goodluck Jonathan, ancien président de la République du Nigeria, chef de la délégation du Forum ouest-africain des sages. Akwaba, à l'ivoirienne du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Thiemo Komele Kone, et du Premier ministre à l'hôte du jour et à la délégation qui l'accompagne. 11h42, son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État ivoirien, président de la République de Côte d'Ivoire, malgré une semaine hyper chargée, reçoit M. Goodluck Jonathan avec un Akwaba à toute sa délégation, ses proches collaborateurs, au rang desquels la secrétaire générale de la présidence de la République, le ministre gouverneur du district d'Abidjan, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité nationale de Côte d'Ivoire, le Premier ministre et le vice-président de la République. Entretien convivial qui aura duré 1 heure d'horloge, qui aura abouti au point de presse accordé par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et l'ancien président du Nigeria, M. Goodluck Jonathan, qui se sont exprimés face aux médias nationaux et internationaux. CNN était là. Mesdames, Messieurs, nous avons le grand honneur et un plaisir de recevoir aujourd'hui l'ancien président du Nigeria, le président Goodluck Jonathan, et l'ancien vice-président M. Osibanjo du Nigeria, ainsi que le ministre d'État Anadis, qui a été représentant du secrétaire général des Nations Unies à Dakar, qui sont venus nous voir pour que nous puissions parler un peu de l'élection qui aura lieu le samedi. Je leur ai dit que nous sommes confiants que les choses vont bien se passer et nous prenons toutes les mesures pour cela et nous les remercions de leur conseil. Et le plus simple, c'est que je leur laisse la parole pour nous dire ce qu'ils ont comme recommandation à nous faire. Je vous remercie. Merci Monsieur le Président. Nous voudrons dire que nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui. Je suis accompagné moi-même, ancien président du Nigeria et le président du Forum des sages d'Afrique, avec le représentant de l'Union africaine. Nous sommes venus justement rendre visite dans le cadre des élections présidentielles qui se tiendront demain pour un message afin d'encourager toute la population ivoirienne à sortir nombreuse demain pour voter et surtout dans un sens de paix avec beaucoup de responsabilités. Nous voulons dire que nous invitons en plus de cela la jeunesse à éviter la violence parce que la Côte d'Ivoire est un hub de développement et un pilier essentiel de la
CEDEAO, nous pensons que les élections se dérouleront bien et nous sommes confiants. Ensuite, le représentant de la CEDEAO et de l'Union africaine, au nom de la délégation, soit près de 200 personnes, pour superviser le scrutin présidentiel, souhaité par tous d'apaisé et inclusif. Toutes ces délégations étrangères se sont réjouies de l'assurance à leur être donnée du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, du premier ministre de la République de Côte d'Ivoire qu'ils ont rencontré tour à tour, et enfin de cet entretien rassurant pour tous avec le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Et le représentant de la CEDEAO et de l'Union africaine n'a pas hésité à remercier l'accueil chaleureux de tous. Preuve de la Côte d'Ivoire, terre d'accueil et d'hospitalité. C'est alors que son Excellence Alassane Ouattara, dans la pure tradition diplomatique et ivoirienne, a raccompagné jusqu'au perron de sa résidence présidentielle l'ancien président de la République du Nigeria, son Excellence Goodluck Jonathan, et toute la grande délégation qui l'accompagne, à la grande satisfaction de la partie ivoirienne, imposante et dignement représentée. Nous quittons la Côte d'Ivoire pour le pays du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema qui a décidé de mettre véritablement sur les rails mondiaux le Gabon. À savoir être très efficace et montrer que le Gabon est désormais une grande nation. Le Gabon dispose désormais d'une cartographie. La digitalisation est le vœu cher du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Le Gabon dispose désormais d'une cartographie nationale des projets de développement. Reportage CNN. Après 14 ans caractérisés par une approche de développement souvent imprévisible, le Gabon possède désormais une carte nationale des projets de développement. À travers cette initiative, les autorités gabonaises visent un objectif clairement et bien défini. Dans un contexte marqué par une augmentation significative du budget d'investissement et le lancement de nombreux chantiers à travers le pays au cours des 2 dernières années, il était essentiel pour le pays de se doter d'un outil moderne, fiable et accessible pour assurer un suivi rigoureux des projets de développement. Dans ce projet soutenu personnellement par le président gabonais, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, la digitalisation joue un rôle prépondérant, étant au cœur du système de la cartographie nationale des initiatives de développement. Si vous regardez après l'élection du président de la République, il a voulu aller très vite, il veut aller très vite, il veut des résultats. Et quoi de mieux que de proposer des outils digitalisés ? C'est le sens de l'histoire. Cet exercice novateur, considéré comme historique par le Conseil des ministres du 8 septembre 2025, n'aurait pas pu se réaliser sans une approche adéquate au contexte national. Nous avons aussi analysé la matrice des projets de la Direction générale des marchés publics et de la loi de finances. Donc, autour de cette matrice, nous l'avons consolidée aussi à travers un regard d'experts de la Banque mondiale. On a eu l'accompagnement de la coordination du projet ISWACA, l'équipe projet, pour pouvoir consolider cette méthode. Après cette méthode, nous avons déployé nos équipes sur le terrain. Pour rappel, cette cartographie est un résultat obtenu grâce aux efforts du ministre de la Planification et de la Prospective, soutenu par le Commissariat général au plan et le soutien technique de la Banque mondiale. À la fin de cette réunion, les participants ont manifesté leur désir de s'approprier les informations rassemblées pour une planification des politiques publiques plus efficace. En marge de cette cartographie au Gabon, il est bien à noter que le Gabon dispose d'une des plus grandes universités d'Afrique au sud du Sahara, à savoir l'UIL, l'Université internationale de Libreville. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée, et de l'École de médecine et de pharmacie. Où
l'ouverture de la nouvelle école supérieure des sciences agronomiques, en sigle ESSA, et ses filières d'agronomie à l'IUL BJ dès la rentrée universitaire 2025-2026. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Inscription ouverte pour l'année universitaire 2025-2026. Ça fait plaisir de savoir que nos jeunes frères, nos enfants ont désormais une université qui est à 2 pas des foyers familiaux pour leur permettre simplement de garder ce cordon familial et ne plus être très loin, à savoir en Hexagone. Nous restons toujours au Gabon, dans le pays du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Au Gabon, désormais, on parle d'un étudiant, un ordinateur. L'objectif étant de réduire la fracture numérique. Vous comprenez que moderniser nos États passe par la formation de nos étudiants et ça fait plaisir de savoir que Gabon, c'est désormais un étudiant, un ordinateur. Reportage CNN. 10 000 ordinateurs portables ont été remis à la jeunesse gabonaise, une journée historique pour l'ensemble des étudiants du Gabon. Cet événement significatif, marqué par un geste à forte portée symbolique qui illustre l'importance accordée à l'éducation et à l'accès aux outils numériques au Gabon. Le président de la République du Gabon, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a procédé au lancement officiel du projet « Un étudiant, un ordinateur ». Ce lancement confirme la volonté des autorités gabonaises de soutenir la formation. Cet outil va m'aider à travailler parce que j'avais un ordinateur défaillant. Donc celui-là va me permettre de booster mes performances et d'avoir une moyenne encore plus forte que celle que j'ai déjà. C'est une sorte de reconnaissance du travail que nous accomplissons. Je fais une chronique quotidienne, un retour d'actualité et je considère cet ordinateur comme une reconnaissance du travail que j'accomplis et il va permettre, au-delà de moi, à un jeune que je pourrais prendre en stage dans ma structure, de travailler et lui aussi de pouvoir performer. Déjà, je suis très contente parce que le domaine dans lequel je suis, j'ai besoin du numérique. Hier encore, je faisais un thème sur la dissociation de l'agriculture et le numérique. Et moi, je transforme du manioc en jus, en liqueur. Et avec le numérique, je pourrais vendre le manioc autrement à l'extérieur et à l'intérieur du pays. Cette action s'inscrit dans la dynamique de modernisation et d'inclusion numérique que le président de la République du Gabon, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a conduit avec détermination par des réformes structurantes. C'est un nouveau secteur et pour cela, lorsqu'on prend en compte les aspects de souveraineté numérique, les aspects de sécurité, il est important d'encadrer cette activité pour ne pas qu'elle nous échappe et pour prendre en compte les risques qui viennent avec l'émergence de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité. Et donc nous avons tout un tas de réformes que vous verrez au cours des prochains mois qui concernent encore une fois les paiements digitaux, qui concernent la signature électronique afin que toute administration soit dans l'obligation d'accepter la signature électronique, ce qui concerne l'archivage électronique et qui concerne un projet de loi sur les startups qui est cher au président de la République pour pouvoir permettre à tous les jeunes ici qui ont bénéficié d'ordinateurs de pouvoir s'exprimer pleinement dans l'entrepreneuriat numérique. Sous la coordination du ministère de l'économie numérique, le Gabon avance vers un Gabon de plus en plus connecté et intelligent en consolidant ses efforts pour développer les infrastructures et les services numériques. Nous avons signé avec les opérateurs Airtel Gabon et Move Gabon une convention historique qui a permis la mutualisation de ce qu'on appelle les infrastructures. C'est-à-dire qu'il y a certains villages dans lesquels il y a juste Airtel, mais Move n'est pas disponible, et d'autres villages dans lesquels c'est l'inverse. Mais grâce à cette signature, ils vont partager leurs infrastructures pour que là où il y avait Airtel, il y aura désormais Move. Et là où il y avait Move, il y aura désormais Airtel, puisqu'ils se partagent les pylônes.
Et ça, c'est un accord historique. Ce projet vise donc à fournir du matériel informatique récent et adapté à ces 10 000 bénéficiaires en mettant l'accent sur les étudiants, les entrepreneurs et les créateurs de contenu du Gabon. La digitalisation des secteurs clés de l'économie est désormais un levier fondamental dans le développement de nombreuses nations. De nos jours, on parle d'intelligence artificielle comme nouveau concept de création de biens matériels et immatériels que l'homme doit consommer. C'est dans cette même dynamique que s'inscrit ma volonté d'ancrer le numérique au cœur de notre stratégie nationale, notre jeunesse et nos producteurs de demain. L'objectif est de réduire la fracture numérique et d'offrir aux 60 000 étudiants gabonais un accès équitable aux outils de connaissance. Considérez ces ordinateurs comme des tremplins vers l'entrepreneuriat, l'auto-employabilité et l'excellence académique. Je vous invite, à travers vos activités, à vendre la destination Gabon, communément appelée Gabao, sur certains sites, et de défendre l'image de notre pays en ligne. Ce programme, mené en partenariat avec le ministère de l'économie numérique, s'inscrit dans la politique nationale de transformation numérique et d'automatisation de la jeunesse. Les 10 000 ordinateurs portables distribués aujourd'hui ne constituent que la phase pilote d'un projet destiné à couvrir tout le pays. Je tiens à rassurer les jeunes de l'intérieur du pays. En effet, chaque province recevra une dotation de 200 ordinateurs et je veillerai personnellement à l'exécution intégrale de ce programme. 6 mois après l'investiture officielle de son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, le programme Un étudiant, un ordinateur s'inscrit d'ores et déjà dans la vision d'un leader visionnaire résolu à refonder le Gabon sur l'éducation, la formation, l'innovation pour construire demain un espace numérique plus compétitif et une nation enviable. Nous quittons le Gabon pour le Cameroun, à savoir le Cameroun qui est représenté par ce triangle, parce qu'à l'heure où nous tournons ce programme, point de résultat aux élections présidentielles du côté du Cameroun. Tous les Camerounais sont suspendus à l'attente de la déclaration du Conseil constitutionnel du Cameroun, et ça se fera dans les prochains jours. Pour l'heure, au Cameroun, on parle plutôt de ce côté de l'Afrique d'une production d'un cacao durable sans déforestation, ce qui a entraîné la création d'une journée d'échange entre les producteurs de cacao et la WWF. Enjeux et perspectives, reportage CNN Cameroun. Échanges amicaux et détendus entre les producteurs de cacao, la WWF et les acteurs d'administration dans la ville de Douala, capitale économique du Cameroun, à l'occasion de la Journée internationale du cacao qui se célébrait sur le thème « Booster les productions en améliorant la production du cacao et en sensibilisant sur les bonnes pratiques afin d'atteindre la durabilité des produits dans l'alimentation ». À l'initiative du Fonds mondial de la protection de l'environnement, la WWF, l'objectif affiché était de résoudre le défi de produire un cacao écologiquement sain, socialement adapté et économiquement rentable tout en préservant la forêt. Nous sommes réunis ce jour pour la célébration de la journée mondiale du cacao. C'est une occasion pour nous, le WWF, de présenter notre stratégie aux différentes parties prenantes, notre stratégie en matière de cacao durable. Nous l'avons fait, nous avons présenté cette stratégie aux différents ministères sectoriels, des forêts, de la faune, de l'agriculture et du commerce. Cette stratégie de cacao durable est une stratégie qui allie à la fois les revenus durables pour les cacaoculteurs, mais également le respect des pratiques environnementales afin de préserver nos forêts, afin de cultiver le cacao tout en maintenant un taux de déforestation très bas, voire nul. Durant ces 2 jours d'échange, les acteurs de la chaîne du cacao culture ont partagé sur les enjeux et perspectives de la production d'un cacao durable, tout en apportant des solutions aux difficultés rencontrées dans la production du cacao, premier produit agricole d'exportation au Cameroun. Que ce cacao soit écologiquement sain,
c'est-à-dire qui ne détruisent pas l'environnement, dont notamment les forêts et la biodiversité. Que ce cacao soit socialement équitable, c'est-à-dire qui ne perturbe pas les équilibres sociaux, qui n'utilise pas des personnes sans les payer, qui n'utilise pas des personnes faibles et qui n'utilise pas des enfants de manière anormale dans la production du cacao. Mais que cette production soit en même temps capable d'être rentable économiquement à ceux qui produisent. Si l'agriculture demeure l'épine dorsale de l'économie camerounaise, mobilisant près de 70% de la population active et en contribuant à hauteur de 80% au PIB du secteur primaire, l'État envisage néanmoins d'augmenter progressivement sa production cacaoyère, passant de 300 000 kg à 800 000 kg d'exportation l'année. J'ai d'abord souligné que VVF avait déjà corrigé. Parce qu'au niveau de la base, le traitement, comment traiter le cacao pour avoir le cacao rentable? Parce qu'ici, on nous a parlé de la régénération. On ne doit plus dévaster la forêt pour cultiver le cacao. C'est déjà un acquis. Nous devons rentrer dans les achères, cultiver le cacao, que de couper encore la forêt, alors qu'au niveau des achères, si nous appliquons le traitement en utilisant les pesticides bio, le cacao va produire énormément. Grâce à l'appui de la WWF, les cacaoculteurs de la région du Sud, du Centre et de l'Est du Cameroun adoptent déjà des mesures innovantes pour mieux gérer l'exploitation et renforcer leur activité, notamment grâce à des formations complètes et une assistance technique permanente. Ces productions transforment la culture du cacao en une véritable démarche durable. Au cours de ce séminaire, des résolutions ont été prises afin d'atteindre ces objectifs. Renforcer de manière systématique les capacités de producteurs en matière de production agricole afin d'assurer une production respectueuse de l'environnement et conforme aux exigences des marchés nationaux et internationaux. Intensifier la sensibilisation des producteurs sur la réglementation de l'OPM sur la déforestation en mettant à leur disposition des outils pédagogiques adaptés au contexte local. Promouvoir un cadre de partenariat tripartite entre les acteurs publics, les acteurs privés et les organisations de producteurs pour une gouvernance concernée et efficace sur le cacao. Valoriser et récompenser les efforts de coopération engagées dans la production du cacao durable, ceci à travers des mécanismes d'investigation et connaissances officielles, de l'accès facilité au marché différencié à travers des outils justes et équitables. Élaborer et adopter un préfinancement clair et partagé sur la définition de la déforestation en lien avec les standards internationaux adaptés au système écoforestier camerounais pour guider les pratiques et politiques de traçabilité. Nous restons toujours au Cameroun, ce pays considéré comme le continent, et nous allons aborder un autre sujet. C'est officiel, les Camerounais sont en attente des résultats décidés par la Cour constitutionnelle du Cameroun, annoncés le lundi 27 octobre à 11h. C'est-à-dire que le lundi 27 octobre, dès 11h, les Camerounais du Cameroun, de la diaspora, de partout et la planète connaîtra le futur président du Cameroun pour les 7 prochaines années. Reportage CNN Cameroun. À quelques heures de l'annonce des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, la salle de conférence de la préfecture du département du Vouri a abrité une importante séance de travail. À l'initiative du préfet du département du Vouri, M. Silas Marie Vogo, en présence des 6 sous-préfets d'arrondissement ainsi que de l'ensemble de son état-major. Objectif, fédérer les énergies avec les autorités religieuses pour barrer la voie au désordre post-électoral. Il faut porter le bon message à travers l'ensemble des coins et recoins de notre département. Une chose est de se tromper, mais une autre c'est de persister dans l'erreur. Errare humanum est, c'est diabolique comme on l'oublie souvent, qui persévère. L'erreur est humaine, mais il est diabolique de persévérer dans l'erreur. Cette réunion est donc une réunion que nous avons convoquée pour montrer le chemin, pour dire à nos populations qu'on voudrait instrumentaliser que non. Le chef de l'État qui sera élu par respect du cadre légal imparti en la matière. Et nous devons, si nous sommes bons citoyens républicains, respecter les institutions que nous nous sommes librement données. Et ces institutions font leur travail. Et il n'y a donc pas lieu à ce que les adeptes du chaos
viennent compromettre le bon cheminement jusqu'ici de ce parcours. Monsieur Silak Marivogo a exprimé ses préoccupations face à la confusion qui gagne certaines franges de la population. Le représentant de l'État a stigmatisé la désinformation et l'instrumentalisation dont sont victimes une frange de la population tout en appelant au respect des institutions. Il a exhorté les populations à faire preuve de patience et de discipline tout en engageant les journalistes à jouer leur rôle dans la lutte contre la désinformation et à promouvoir un discours citoyen. Nous avons observé qu'il y avait comme une sorte de désinformation, d'instrumentalisation de certaines couches de notre population. Il était donc de bon aloi pour l'autorité administrative que je suis, garante du maintien de l'ordre général, de la sécurité des personnes et de leurs biens, d'appeler à la rescousse les leaders d'opinion, les chefs spirituels, les autorités religieuses, pour leur dire de savoir montrer le chemin, de savoir montrer la voie. Ils sont des guides. Le guide ne montre pas le mauvais chemin. Le guide montre le bon chemin parce que tout croyant aspire à la béatitude éternelle. À l'issue de cette rencontre, les imams ont fait une déclaration au micro de CNN. Vous avez vu, c'est vraiment une forme de réunion de sécurité, mais maintenant élargie, pas seulement avec ses états-majors, le prophète, mais avec les autorités religieuses. Parce que vous voyez, même notre papa est sorti, tout le monde est sorti, il a évité presque tous les imams des localités un peu retirées. Et nous autres, pour vraiment nous montrer que c'est sérieux, nous voulons la sécurité de notre nation. Et oui, ce Cameroun qui fait parler de lui, pas simplement de manière positive, mais souvent par des comparaisons. En gros, la ville a un ralentissement dans son urbanisation, à savoir le développement et puis les infrastructures, un petit retard. Et au Cameroun, les choses ont décidé un tout petit peu de changer grâce à nos équipes qui nous en rapportent. Là-bas, on parle de la transformation du paysage urbain de la ville économique de Douala. Une ambiance bien accueillie par les populations camerounaises. Reportage CNN Cameroun. L'ambiance était à la célébration le samedi 18 octobre 2025 à l'esplanade de l'hôtel de ville de Douala, Bonanjor, dans le premier arrondissement de la cité économique du Cameroun. À l'occasion de la cérémonie officielle de remise des clés de 5 engins lourds de travaux publics constitués d'une niveleuse, d'un compacteur 2 en 1, d'une pelle excavatrice sur chenille, finish, étalage du béton bitumeux comme première livraison d'une commande pour la régie autonome des routes et construction de la communauté urbaine de Douala. Mais cette acquisition sonne comme la fin d'un parcours laborieux. Il y a d'autres engins, d'autres équipements qui arrivent. La commande que nous avons passée est une commande de plusieurs milliards et qui porte pratiquement sur une soixantaine d'engins. Nous avons l'intention d'avoir l'un des plus grands parcs d'engins de travaux publics dans notre pays, parce que Douala a besoin de ça. Donc nous sommes engagés dans cette voie. Les financements sont acquis depuis 3 ans. Ce sont les procédures qui nous ont retardés depuis 3 ans. Dans une ville de Douala, en constante mutation, la mairie de la ville se tient prête à relever tous les défis afin d'améliorer les conditions de vie des populations. À terme, elle disposera d'une soixantaine d'engins et équipements pour la réalisation de ces grands projets structurants, tout en ambitionnant de posséder l'un des plus grands parcs d'engins de travaux publics au pays, avec des financements acquis depuis 3 ans. Les modes de financement et d'appel d'offres ont été faits selon l'éthique des marchés publics. Une mise en concurrence. Et là, pour ces engins, c'est le trafic qui a gagné le marché. C'est toujours une mise en concurrence. Pour le financement, nous avons pu négocier avec une banque de la place un crédit qui dort depuis 3 ans. On a déjà remboursé même la moitié du crédit. C'est maintenant que les engins arrivent. Nous avons déjà remboursé la moitié du crédit parce que la banque nous a fait confiance sur notre capacité à bien gérer tout ça. Et nos comptes, les comptes locaux, les comptes de la communauté urbaine sont bien tenus. Ils ont été passés au peigne fin par les banquiers qui ont estimé que le risque qu'ils prenaient était
très mince. C'est pour ça qu'ils nous ont fait ce crédit. Je voudrais dire que ce n'est pas la première fois que nous avons accès au marché bancaire et même au marché financier. Nous sommes déjà engagés et nous avons l'intention de continuer à bien tenir nos comptes parce que c'est la condition essentielle pour qu'on puisse vous faire confiance. Si vous avez la capacité de rembourser, on vous fera confiance. Eh oui, quand on parle d'urbanisation, ça fait plaisir de savoir que les pays d'Afrique essayent tous de s'arrimer à une très belle urbanisation et surtout à développer des infrastructures, comme c'est le cas d'un pays exemplaire en Afrique francophone, à savoir la Côte d'Ivoire, qui fera l'objet de notre grand format. Vous verrez comment ce pays se développe véritablement et comment en 15 ans ce pays a pratiquement changé d'aspect. Pour l'instant, nous allons au Burkina Faso juste après la réclame. CNN est disponible sur les bouquets créolines au 12, numéricable au 12 et sur l'application disponible sur votre téléphone Android TV Garden, disponible aussi sur le bouquet numérique Blackstream et sur tous vos supports numériques. Au Burkina Faso, ce pays frontalier à la Côte d'Ivoire, le pays des hommes intègres. Et dans ce pays, présidé par le capitaine Ibrahim Traoré, des choses se font aussi à leur manière. La 5e session de la commission mixte de coopération entre le pays des hommes intègres, le Burkina Faso, et le Maroc s'est tenue pour le grand plaisir des populations marocaines et aussi burkinabées. Reportage CNN. Lors de cette 5e session de la commission mixte de coopération Burkina Faso-Maroc, les experts évalueront l'exécution des 11 accords signés lors de la 4e session et formuleront des recommandations pour le renforcement constant des initiatives de coopération. À ces accords s'ajoutent 28 accords supplémentaires de coopération dans divers domaines. Il me plaît à cet égard de rappeler que lors des 4 précédentes sessions de la commission mixte de coopération entre les deux pays, un certain nombre d'engagements ont été pris et de nombreux accords ont été signés dans des domaines tels que la culture, la formation professionnelle, l'éducation, la recherche scientifique, l'agriculture, la santé, le commerce, les transports, la sécurité et j'en passe. C'est dire donc que le champ de la coopération entre les deux pays s'étend à tous les secteurs d'intérêt commun. Le Royaume du Maroc est un partenaire majeur du Burkina Faso et de l'AES, notamment dans la lutte contre le terrorisme et dans le nouveau contexte géopolitique et géostratégique. Les relations entre le Maroc et le Burkina Faso, toujours citées comme un modèle de coopération sud-sud, ont connu une évolution majeure sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Dieu l'Assiste, et son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État. Le bilan très positif de notre coopération témoigne de l'efficacité de ce partenariat, à la fois solide de ce fondement, substantiel dans son contenu et diversifié dans ses acteurs et secteurs. La 5e section de la commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et le Royaume du Maroc s'est tenue après celle de Rabat qui a eu lieu du 5 au 9 juin 2024. Cette nouvelle section poursuit donc la dynamique engagée lors de la réunion précédente et s'inscrit dans la continuité des travaux initiés à Rabat du 5 au 9 juin 2024. Elle permet d'avancer sur des projets d'accord en cours de négociation, notamment celui visant à donner aux États du Sahel un accès à l'océan Atlantique en modernisant leurs infrastructures et en les connectant aux réseaux de transport et de communication régionaux. En attendant de vous présenter notre grand format, nous allons tout d'abord marquer un clin d'œil à notre partenaire officiel, l'UIL, l'Université internationale de Libreville. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée, et de l'École de médecine et de pharmacie.
Ouverture de la nouvelle école supérieure des sciences agronomiques en sigle ESSA et ses filières d'agronomie à l'IUL BJ dès la rentrée universitaire 2025-2026. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Inscription ouverte pour l'année universitaire 2025-2026. Nous quittons Libreville pour le Kenya. Pour le Kenya, je demande à mon réalisateur Marcel de nous présenter le Kenya. On regarde le Kenya qui attire surtout les populations de par ses spécificités. Voilà le Kenya, ce pays en quelques secondes simplement. Et dans ce pays, le Kenya, une date. Le 20 octobre 2025 est la commémoration de la journée des héros. Reportage CNN. La commémoration a lieu le 20 octobre chaque année. Aujourd'hui, de nombreuses délégations officielles sont présentes, mais la présence du président de la République sénégalaise, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a été d'une importance particulière en tant qu'invité d'honneur. La célébration est pour le peuple kenyan un moment de communion avec le président kenyan, son Excellence William Ruto. La présence du président sénégalais incarne l'amitié fraternelle unissant le Sénégal et le Kenya. I would like first to take this opportunity. Avant tout propos, je voudrais saisir cette tribune qui m'est offerte pour renouveler les condoléances émues du peuple sénégalais au peuple kenyan frère suite au décès de M. Raila Odinga, ancien Premier ministre et grande figure de l'histoire politique de la République du Kenya. Je salue la mémoire de l'illustre disparu et exprime toute ma compassion au président Ruto, à sa famille et au peuple kenyan. Paix à son âme. Je suis présent ici à l'invitation de mon frère, le président William Ruto, en tant qu'hôte d'honneur de cette journée consacrée aux héros kenyans. Je lui exprime ma gratitude pour ce geste qui traduit la qualité excellente des relations entre nos deux pays. Il est du devoir des pays africains de célébrer et d'enseigner l'histoire commune de leurs héros et il revient à ces nations de perpétuer et de transmettre collectivement la mémoire de ces héros. It is vital that we develop synergy. Nos héros méritent tous les honneurs, notre respect et notre admiration. Célébrer les héros kenyans qui se sont battus parfois au péril de leur vie pour l'indépendance du pays est un hommage de grande portée qui inspire respect et fierté. Pour consolider les différentes initiatives mémorielles dans le continent africain, il est fondamental d'œuvrer à une synergie de nos efforts. Nos rues, nos places publiques et nos édifices doivent davantage porter les noms de nos héros pour inscrire leurs sacrifices et faits d'armes dans notre quotidien et notre histoire collective. Nous devons enseigner cette histoire dans les curricula éducatifs. Ainsi, les générations futures grandiront avec une compréhension approfondie de ces épisodes de notre passé. Le président kenyan, son Excellence William Ruto, a remercié son homologue sénégalais d'avoir accepté cette invitation. Dans son discours, il a invité le peuple à relever les défis actuels en s'inspirant des héros qui se sont sacrifiés pour le Kenya. La cérémonie a été ponctuée de défilés et de spectacles culturels qui ont mis en lumière les traditions et la richesse culturelle du Kenya. Après les festivités, le président Ruto a offert un banquet empreint de solennité et de convivialité en l'honneur du président sénégalais, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, et de sa délégation pour célébrer l'amitié sénégalo-kenyane. Les équipes de CNN ont parcouru pratiquement au chapeau de roue toute la Côte d'Ivoire, l'étendue du territoire où nous avons installé toutes nos caméras pratiquement en opération araignée
pour la campagne, pour ne pas dire les élections présidentielle de Côte d'Ivoire. Ça nous a valu de découvrir un tout petit peu les spécificités de ce pays dont le développement se fait de manière vertigineuse. Et là, on a complètement compris ce qu'ont servi les 15 dernières années à la présidence de ce pays d'un homme, à savoir le président Alassane Ouattara, qui brigue un prochain mandat et qui est au scrutin dès ce jour pour sa propre succession. Et au vu de tout ce que nous avons vu dans ce pays, de beau, de bien, de bienfaits, et surtout les infrastructures qui n'ont rien à dire, nous avons décidé de vous proposer notre grand format. Vous êtes à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, vous êtes en Côte d'Ivoire, sûrement, dans les grandes villes, les grandes métropoles. Vous ne connaissez pas l'intérieur, vous ne connaissez pas certaines choses aussi. Vous avez peut-être une idée comme ça, un peu vague, un peu évasive, des infrastructures, de ce que fait le gouvernement tous les jours au quotidien. C'est l'heure de vous présenter la Côte d'Ivoire qui fait partie de notre grand format grâce à toutes les équipes de reportage dirigées par Ousmane Koulibaly avec la réalisation de Marcel Bassolé. C'est bien beau. Même ici, quitter ici à la San Pedro, la voie est libre. Or, qu'on n'avait pas. Quitter ici à la Mans, nous avons la voie. Il y a des villes présentement, il n'y en a pas. Nous, on dit au président de la République de faire ces genres de voies-là pour que le pays soit propre. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes là. À Abidjan, partout où tu passes, il y a la voie. On n'avait pas. Nous sommes contents. On dit au président de la République de continuer comme ça le travail. Parce qu'un pays qui n'a pas de voie, c'est que ce n'est pas un pays, c'est un campement. On n'avait pas ça. Aujourd'hui, là, quand tu vas à Korogo, il y a la voie. Tu vas à Boaké, il y a la voie. Même, comme on appelle, aller jusqu'à la frontière du Ghana, il n'y avait pas de voie, c'était les pistes. Mais présentement, nous avons les grandes voies. En tout cas, je dis merci au président de la République. Aujourd'hui, il y a d'autres qui disent qu'on ne mange pas le goudron. Mais goudron, là, on ne peut pas manger le goudron. Parce que quand tu rentres à quelque part, qu'il n'y a pas de voie, tu vas faire comment pour avoir de la nourriture? Donc, c'est pas la voie qu'on peut avoir la nourriture. Je remercie le président de la République de continuer le boulot. Mes impressions sur les routes qui ont été faites par le gouvernement, à l'aide peut-être le président de la République, ce sont des bonnes routes. Ça donne l'accès facile aux différentes villes, aux différentes communes. J'apprécie ça beaucoup. Il a fait un bon travail de fond là-dessus et on aimerait qu'il puisse encore plus s'améliorer parce qu'il y a encore des embouteillages sur certains coins. Mais c'est bon. Dans l'ensemble, c'est bon. Un développement, ça fait partie des infrastructures. S'il y a des infrastructures, il y a le développement. Mais aussi, le développement, c'est l'émergence. L'émergence, là, il faudrait qu'on soit rassasié pour émerger aussi. Donc, la question a deux volets. On ne mange pas le goudron, mais on a besoin de goudron aussi pour se déplacer. Mais aussi, il faudrait que le gouvernement sache que dans les poches, s'il n'y a pas l'argent, on ne peut pas rouler sur le goudron. Voilà, parce que c'est l'argent pour payer les voitures, pour payer les transports. Donc, on a besoin de l'argent pour rouler sur le goudron. Donc, les deux vont ensemble. Je voulais lui remercier d'abord, parce que grâce à ces routes aujourd'hui, nous avons remarqué qu'il y a eu un changement d'abord en Côte d'Ivoire, précisément dans la capitale. La capitale a changé complètement devant toute la population. Aujourd'hui, les routes sont très bien tracées. Ça, c'est un d'abord. Ça évite d'abord l'embouteillage. Le deuxième point est qu'à l'intérieur aussi, quand aujourd'hui nous voulons partir à Tchébissou, nous voulons partir à Korogo, nous voyons que les routes sont bien tracées. Il n'y a plus de routes goudronnées bizarres, comme on le dit. Les dos d'âne, c'est un peu vague, mais aujourd'hui, là, on peut dire que grâce au président, les routes sont bien tracées au fait. On peut dire que nous avons une des meilleures routes en allant vers le nord, en allant vers l'ouest, tout ça en allant vers le sud. Les routes ont été très bien tracées. En tout cas, je félicite le président Alassane Ouattara pour ce travail-là. Et encore, nous parlons encore des ponts. Nous voulons dire merci encore au président. Grâce encore au 4e pont, aujourd'hui, ça nous facilite plus d'arriver directement à Yopougon. Étant d'abord à 13 juin, nous pourrons aller à Yopougon facilement, grâce au 4e pont qu'il a fait. Nous sommes fiers du président parce que les visiteurs peuvent rentrer dans notre pays, être contents du président. À partir du 3e pont, 4e pont, 5e pont. Les voies sont très propres à l'intérieur du pays, Korogo, Man, Yamoussoukro, Abidjan. Concernant les infrastructures de la Côte d'Ivoire, est que grâce à ces nouvelles routes, nous avons accès aux différentes voies et je dirais aussi que ça contribue à valoriser encore le pays vis-à-vis des autres pays. Et grâce au travail du chef de l'État,
Aujourd'hui, nous citoyens, nous arrivons à circuler comme il se doit et ça évite beaucoup d'embouteillages, etc. Concernant ceux qui disent qu'on ne mange pas le goudron, ça, je dirais, de leur point de vue, du moment où ils n'ont pas leur pain quotidien, comme on le dit, ils trouvent que l'investissement qui se fait dans les différentes infrastructures n'est pas nécessaire pour le développement du pays. Et ils se basent plus sur les moyens, comment le citoyen doit avoir à manger. Certains diront que le président doit plus investir au niveau du vivrier. Certaines personnes ne voulant pas fournir assez d'efforts pour obtenir du travail, trouvent que l'investissement qui se fait au niveau des infrastructures ne sont pas assez importants. Pourtant, tout cela contribue à la valorisation du pays vis-à-vis des pays étrangers. Et ces différentes infrastructures contribuent à attirer les étrangers, les investisseurs dans notre pays. Mes impressions concernant les routes faites par le président de la République sont très avantageuses pour le pays. Ces projets sont bons, ces projets sont bénéfiques. Ça nous permet de nous déplacer. Voilà, ça facilite un peu les accès, ça réduit les embouteillages. Voilà, ça fait qu'on gagne un peu en temps. Les personnes qui disent qu'on ne mange pas le goudron, ça c'est leur point de vue. Parce que pour pouvoir aller au travail, il faut la route. Comme on le dit, la route précède le développement. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de développement. Hein. Parce que pour aller travailler, il faut la route. Pour aller manger, il faut la route. Donc c'est à travers la route que les produits nous parviennent. Dans nos marchés, on arrive à faire nos activités. Donc je me dis que les routes, c'est bienvenu au fait. Au niveau de les routes qui sont faites à Abidjan, en Côte d'Ivoire surtout, vraiment ça nous va droit au cœur. Ça fait qu'on gagne en temps. En matière d'embouteillage, en tout cas, il y a beaucoup d'améliorations. Il y a beaucoup d'améliorations. Avant, on prenait 2 heures d'embouteillage. Maintenant, avec les rues qui sont faites, les ponts, vraiment, ça nous fait gagner en temps. Ça nous fait gagner en temps. Et vraiment, on remercie le président de la République pour tout ce qu'il fait pour la nation. Ceux qui disent qu'on ne mange pas le goudron, c'est des gens qui ne sont pas transportés. Voilà. Et peut-être que c'est des gens qui n'ont pas d'ambition. Sinon, si la voie est bien faite, toute personne gagne en temps. Et puis c'est le développement du pays que ça emporte. Mes impressions sur les belles routes à ce moment-là, franchement, on est satisfait. Parce que déjà, moi je suis un conducteur, donc ça nous facilite. À cause des embouteillages ont cessé. Et là, nous sommes bien, nous sommes vraiment heureux. Je dis merci au président de la République pour toutes ces voies qu'il nous offre. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent. Mais franchement, s'il y a des voies, je pense que les activités vont plus vite. Donc ça, c'est à féliciter. Et dire merci au président par rapport à ça. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Aujourd'hui, le président de la République a fait de grands travaux, de grandes envergures. Et nous avons de grandes routes. Les routes sont vraiment bien larges et ça a même diminué les embouteillages. Et surtout, les ponts que nous avons aujourd'hui facilitent les déplacements en Abidjan. Parce que dans le temps passé, il était difficile de pouvoir se déplacer. Il y avait tellement d'embouteillages qu'aujourd'hui, avec ces ponts que nous avons, il est difficile de se déplacer en Abidjan. En quelques minutes, vous vous rejoignez rapidement dans un autre quartier. Donc sur ce côté, vraiment, il a fait des grands travaux et nous en sommes fiers. Nous sommes fiers de lui. Ils ne savent pas, c'est ce que c'est que le développement, c'est ça. Les goudrons, là, quand on les fait, là, on dit toujours que la route précède le développement, c'est ça, non? Alors, mais si la route précède le développement, pourquoi est-ce qu'on va dire qu'on ne mange pas le goudron? Ils ont besoin quand même d'avoir les conditions de vie améliorées. Mais le bitume, c'est bon. Les routes, c'est de bonnes, très bonnes choses. Parce que ça facilite nos déplacements un peu partout en Côte d'Ivoire. Concernant ce que le président a fait comme des routes pour nous, les transporteurs, les chauffeurs, vraiment, c'est quelque chose de...
c'est quelque chose qui nous facilite à bien rouler et à travailler aussi normalement. Vraiment, on lui remercie beaucoup le président. Le voir à l'intérieur du pays, vraiment c'est magnifique, c'est fantastique. Je pense que, comme le dit le père de la nation, Fessé Oboigny, que la route précède le développement. Aujourd'hui, on voit que le pays est sur les rails du développement parce qu'on a des voies bitumées qui permettent donc d'avoir des zones accessibles et permettent donc un développement économique de la Côte d'Ivoire. Et c'est une bonne chose à saluer. Et on va demander donc au président de continuer ainsi pour que les personnes futures puissent profiter de ces routes-là et en faire en Côte d'Ivoire un grand pays. On ne va pas rentrer dans ces genres de réponses, de polémiques. Aujourd'hui, tout le monde le voit. Il faut être aveugle pour ne pas voir ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Les routes sont essentielles pour le développement d'une nation. Et la Côte d'Ivoire l'a compris à travers donc, le programme du gouvernement. À travers donc, le président de la République, Alassane Ouattara, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie en termes d'infrastructures socio-économiques. Et ça, c'est important et ça à saluer. Je suis rassuré de la sécurité en Côte d'Ivoire. Dans un premier plan, au niveau de la sécurité des personnes et des biens. Jusque-là, nous n'avons pas encore appris que le pays est attaqué. Donc ça veut dire que la sécurité est assurée à ce niveau. J'ai confiance en l'armée de Côte d'Ivoire avec tout le matériel que nous voyons. Donc à ce niveau-là, nous avons confiance. En ce qui concerne la sécurité, vraiment, ça me laisse perplexe parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais au niveau de la sécurité si on est bien prêt. Mais ce qui est bien, comme on a des partenaires qui ont des intérêts ici, donc Dieu merci. En ce qui concerne le ministre Téné Birahima Ouattara, ministre de la Défense, en tout cas, je suis quelqu'un vraiment qui milite beaucoup pour lui parce que déjà, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé. Et c'est quelqu'un qui est ferme, c'est quelqu'un qui est très sérieux dans son travail. Ah non, là, pour l'instant, avec tout ce que j'ai vu, avec tout ce qui est force spéciale, tout ça, vraiment, j'ai confiance. Donc, au-delà de tout ce qui est militaire, question, il n'est pas militaire, mais au-delà de tout ce qui est question militaire, ça, je suis sûr qu'il peut prendre les bonnes décisions. Vraiment, diriger la flotte, tout ça, en tout cas, c'est quelqu'un qui est très ferme, très sérieux dans son travail. M. Téné Birahima Ouattara, c'est quelqu'un qui est très bien, quelqu'un qui est très sérieux. Je suis rassuré de la sécurité en Côte d'Ivoire, vu les armements qui sont renforcés, vu aussi les caméras de surveillance partout dans l'intérieur du pays. Je suis rassuré par le travail que M. le ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara, effectue au sein de la Côte d'Ivoire. On n'entend plus beaucoup de braquages, beaucoup de vols par-ci par-là. La sécurité, le taux d'agression, le taux de vol a baissé aussi, donc je suis rassuré. On a une libre circulation, les voitures ne peuvent pas se garer n'importe où. Tout et tout, et puis maintenant les policiers, ils sont là, ils contrôlent. En tout cas, je sais comment il vous explique, mais la sécurité maintenant, elle est bonne. Je suis vraiment très satisfait et j'ai confiance aussi entièrement à l'armée de la Côte d'Ivoire. Bien équipée, vraiment je suis très rassuré. Je suis rassuré de la sécurité en Côte d'Ivoire parce que maintenant nous observons les policiers dans chaque carrefour, dans chaque commune. Voilà, il y a un peu ça. Et puis aussi, ce que nous pouvons aussi dire, il y a les caméras un peu partout. Donc ce que je peux retenir, je suis un peu rassuré de la sécurité parce qu'il y a moins de braquages, moins de vols. Donc ce que je peux retenir en tant qu'élève, la sécurité est un peu rassurée, c'est tout. Je suis rassuré de la sécurité en Côte d'Ivoire parce qu'auparavant, vu ce qu'on voyait, il y avait trop de braquages, les bandits partout et par-ci. Mais ces dernières années, je peux dire que je suis rassuré de la sécurité en Côte d'Ivoire parce qu'il y a moins de braquages, moins de voleurs, moins de bandits. Et tout le monde se met au travail à son air, donc je peux dire que je suis rassuré de la sécurité en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Défense fait son travail. M. Téné Birahima Ouattara, c'est un super monsieur. En vue de la sécurité en Côte d'Ivoire ces dernières années, je peux dire que le ministre Téné Birahima Ouattara fait son travail parce que la Côte d'Ivoire est sur haute sécurité en ce moment. On peut faire confiance à l'armée de Côte d'Ivoire, surtout au ministre d'État et au ministre de la Défense. Parce que ce qu'on a vu par rapport au défilé de l'indépendance, ça nous rassure et nous sommes sereins. Par rapport à ce que nous voyons dans les autres pays, là, la Côte d'Ivoire et le Canada, ça va. Le ministre fait son travail. En tout cas, il y a confiance au ministre de la Défense par rapport à ce qu'il fait et par rapport à tout ce qu'il fait. Il y a confiance en lui. Il sait qu'il nous garantit par rapport à notre défense et tout. Je suis confiant.
Je suis rassurée de la sécurité en Côte d'Ivoire parce qu'on constate maintenant qu'il y a plein de caméras et on constate aussi qu'à chaque 100 mètres, on croise des policiers et des militaires pour notre sécurité. J'ai confiance en l'armée de la Côte d'Ivoire avec tout le matériel acheté par le ministre de la Défense, car nous l'avons tous constaté le jour de l'indépendance avec le défilé des chars, des blindés et encore, nous avons des cellules antiterroristes en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Défense fait bien son travail au niveau de la sécurité sur le plan national et nous sommes très fiers de lui. C'est le lieu pour moi ici de remercier déjà toutes les équipes araignées de CNN qui se sont battues pour couvrir les présidentielles en Côte d'Ivoire. C'est le lieu de les remercier et de leur donner 2 petits jours de vacances parce qu'ils sont essorés. À partir du dimanche, retour au boulot pour toutes les équipes, ce sera mardi. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. En plus, ce samedi 25, ils couvrent tout le scrutin présidentiel. Ils seront dans de nombreux bureaux de vote pour vous rapporter des images qu'on diffusera dans des prochains jours. Et restez focalisés sur CNN, notre chaîne de télévision disponible sur tous les réseaux digitaux et sur des bouquets TV Garden et Blackstream, qui sont des bouquets émérites dans le digital. Et si vous avez envie de regarder cette émission et regarder continuellement des informations, vous pouvez vous rendre sur CNNTV.ci. Vous cliquez, même de votre portable, CNN TV, clac, vous avez la télévision en direct. Et si vous voulez revoir en replay aussi toutes les informations politiques, vous allez sur www.ciwebinfo.ci. Et là, vous êtes servi par des Africains et par les Africains. Je suis Constieka. Au revoir.